Bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anacofi. Au programme de ce premier numéro, bilan 2018 et perspective 2019. Et avec moi, 3 experts. David Charlet, bonjour. Bonjour. Patrick Galtier, bonjour. Bonjour. Guy Cohen, bonjour. Bonjour. Pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, David, je le disais, première émission, quels sont vos objectifs avec cette émission ? L'objectif de ces émissions, c'est de proposer tous les trimestres quelques sujets et de discuter autour de ces sujets. Mais c'est aussi, pour cette première, nos 15 ans et puis un point de situation sur 2018 et 2019. C'est la première émission, mais elle tombe pile au moment de la convention et de nos 15 ans. Donc c'est de parler un petit peu de ce qui s'est passé, de comment le métier se dessine. Alors les 15 ans de l'Anacofi, un petit rappel peut-être de l'Anacofi. Alors l'Anacofi, c'est la principale association française d'entreprises du courtage et conseil en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine et conseil en finance d'entreprise. Et globalement, c'est une des principales associations européennes quand on parle taille et moyen. Voilà, ça regroupe ce type d'entreprise-là et ça a vocation à les accompagner et à les représenter. Guy, l'année 2018, c'est maintenant terminé il y a 2 mois. Un peu chahuté sur les marchés financiers. Pour vous, quel bilan vous tirez de cette année ? Alors, les marchés financiers n'ont pas vraiment affecté la croissance de nos métiers. Ce n'était pas une année financière facile au niveau des marchés, mais ce n'était pas non plus une année catastrophique. Donc, ça n'a pas... Il y a une croissance de nos métiers qui continue. D'après l'Orias, cette croissance est de 3% par an. Et notre association, elle suit une croissance de 7% par an, ce qui veut dire qu'elle continue à croître et à garder son rôle de leader dans la profession. Patrick ? Nous, on a eu beaucoup de contraintes réglementaires à digérer au cours de l'année 2018. Après, le marché qui a impacté, moi, je dirais que malheureusement, c'est un peu positif pour le rôle des conseillers, parce que du coup, ça justifie le rôle qu'ils ont auprès de leurs clients. Et nous, on essaye d'accompagner nos membres dans les réglementations qui s'alourdissent, mais eux, ils sont en face d'un client. Donc, si vous voulez, ça prouve bien qu'on a besoin d'être accompagné et qu'on a ce rôle-là. L'Anacofi a le rôle d'accompagner ses membres pour digérer la réglementation. Par exemple, on a un de nos partenaires qui faisait 1m60 et qui avait fait dans une revue une photo de la documentation nécessaire pour digérer PRIIPs, qui faisait la hauteur du partenaire dont je parle. Tout ça pour dire que PRIIPs d'ailleurs a été reporté, la DDA, la réglementation sur l'assurance, a été reportée, donc elle est applicable maintenant en 2019, mais tous ces textes qui se cumulent, même s'il y a convergence des contraintes réglementaires, ils ont besoin dans les cabinets d'être digérés par tous les acteurs. La baisse des rendements aussi, j'imagine, suscite pas mal de questions chez les épargnants et font qu'on recourt plus volontiers à un conseil. Alors justement, typiquement, par exemple, pour l'assurance vie qui reposait jusqu'à présent depuis des années avec la baisse des taux longs sur les fonds euros reposés sur les emprunts long terme d'État, la baisse des rendements fait que pour se substituer à ces fonds euros qui étaient un peu tous azimuts, on a besoin aujourd'hui de diversifier. Et cette diversification, à mon avis, n'est pas forcément à la portée de tous les clients. D'où le rôle accru du CGP, qui est un conseiller et qui va pouvoir habilement, notamment, suivre ses clients, y compris en période de baisse des marchés, comme on l'a vu en 2018. David a une belle année réglementaire. Une année réglementaire de folie, je veux dire. Bon, je me souviens que de faire un travail universitaire, j'avais travaillé sur l'histoire de la réglementation de nos métiers, et on voit de façon très très claire que 2018 aura été la pire des années en 30 ans. Voilà, on peut pas. Après, vous pouvez peut-être pas mesurer ce que ça signifie, mais je veux dire, quand une profession on prend sur une seule année, en théorie, parce qu'après il y a la problématique de l'applicabilité de ces textes, mais prend en théorie l'équivalent de ce qu'elle a reçu dans les pires périodes sur 4, 5 ou 6 ans, vous imaginez la réforme que ça devrait impliquer. Donc c'était une année de folie, au point d'ailleurs qu'on a eu tellement de textes que ce n'était pas applicable. On l'a vu, Patrick l'a dit, il y a eu des reports, mais il y a pire que ça. Il y a des choses non reportées, mais où il n'y a rien il n'y a pas tout pour pouvoir l'appliquer correctement et à aucun des étages, ni dans les textes, ni chez les régulateurs, ni dans les outils qu'on nous donne. Voilà. Donc 2018 a été très très compliqué de ce côté-là, et du coup ça a impacté lourdement sur l'association que nous sommes, puisque nous, dans notre année 2018, il a fallu travailler d'arrache-pied pour pouvoir apporter les réponses aux adhérents. Ils disaient, que fait-on ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois faire évoluer mon entreprise. Je vais dans quel sens ? Mes clients me demandent ça.
comment on répond. Et nous, on a fait un effort, mais alors gigantesquissime, y compris de communication d'ailleurs, et cette émission en est la preuve, c'est-à-dire que ça nous a même obligés à passer à quelque chose sur lequel on était un peu réfractaire, qui est la vidéo. Mais parce que c'est un nouveau moyen de communiquer, il a fallu tous les moyens de communiquer pour faire passer les messages à nos membres. Avec en point orgue, une réforme comme ça injectée au dernier moment dans la loi de finances de l'abus de droit, qui alors là pose pas mal de questions. Oui, l'abus de droit posera toujours... il en posait déjà avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une commission des abus de droit, et puis il y a une espèce de fantasme, dès que les gens font quelque chose en disant on a un petit avantage, est-ce qu'on y a droit ? C'est certainement un abus de droit. En fait, pas du tout. Il y a une commission des abus de droit qui tranche, et je dirais que cette commission des abus de droit doit refaire tout son travail, puisqu'on a bougé la notion d'abus de droit de si c'est pour des raisons fiscales, et on va dire exclusivement, à essentiellement... Alors, où se place le essentiellement ? Et il se trouve qu'en même temps, on a criminalisé le fait d'aider les gens à le faire. Et il se trouve que nous, dans nos métiers, tous les métiers que représente l'ANACOFI, on est susceptible d'aider des gens dans des opérations dans lesquelles il y aura de la fiscalité. Il y a de la fiscalité partout. Donc forcément, ce sujet devient prégnant. On va attendre les positions de la commission des abus de droit, et pendant ce temps-là, on discute avec les autorités. Puis vous voyez, on a fait bouger un texte quand même qui était clairement dangereux sur un point. Donc là où on a obtenu une réponse ministérielle, nous disant non, vous inquiétez pas, et voilà, il va y avoir des réglages. Après, on est dans des postures, un petit peu en ce moment, la conjoncture est un peu difficile. Je vous donne un exemple simple qui est caricatural. Certains de vos confrères, quand ils font parler à un homme politique ou économique, si on utilise le mot optimisation fiscale, c'est un gros mot. Ouais, c'est vrai. Alors qu'optimisation fiscale, excusez-moi, alors après, qu'il n'y ait pas convergence fiscale. Quand il n'y ait pas convergence fiscale, ça, c'est pas notre problème. Nous, en tant que conseil, on est obligé de diriger nos clients vers de l'optimisation fiscale ou pas fiscale d'ailleurs. Mais c'est nos rôles. Ouais. Donc on ne peut pas faire de ça, si vous voulez, une espèce d'opprobre sur laquelle on jette là-dessus. Enfin, voilà. On peut même aller un cran plus loin. Si vous n'optimisez pas quand quelqu'un vous demande de le conseiller, vous faites une faute professionnelle. Exactement. Voilà. Donc il faut vraiment... Voilà, la question du positionnement de cette histoire de... essentiellement, est importante. Mais laissons la commission des abus de droit travailler. En plus, on en connaît le président. On a toute l'attitude à pouvoir envoyer des messages et interagir avec elle. On verra. Mais oui, c'est un sujet. Mais c'est un sujet très complémentaire. Nos membres ont surtout eu très très peur de ces autres textes qui obligent à réformer même le fonctionnement de l'entreprise. Les abus de droit, la nouvelle notion d'abus de droit, n'oblige pas à modifier la forme de nos entreprises. Donc ça oblige à modifier la réflexion autour de certaines prestations. C'est un peu différent. 2018, Guy, plutôt bonne année pour vous, pour vos membres. Oui. Comment s'annonce 2019 ? Alors 2019 s'annonce bien pour les membres, évidemment avec des grands changements, puisque nous allons avoir un changement, nous allons devenir co-régulateurs ou autorégulateurs dans les deux nouvelles, c'est-à-dire en assurance, en courtage d'assurance et en courtage d'IOBSP. Et ça, c'est une réforme qui est importante également, et qui va aider aussi le métier, parce qu'on pourra mieux communiquer avec les courtiers, et notamment, il y a ce besoin actuellement. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans les CFE, le Conseil en financement d'entreprise, qui est un peu le pendant du CGP pour l'entreprise, nous avons un développement qui continue, malgré le fait que les hauts de bilan n'ont plus eu l'obligation d'être CIF. On en a gardé quand même une grande partie, et ce développement se continue. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec... Donc une année importante, Oui, très importante. Ben, le CIF a été le premier il y a pas mal d'années, donc ça va être nos 15 ans, à être soumis aux contraintes réglementaires. Et en fait, on se demandait comment ça se faisait, parce que les autres métiers n'étaient pas vraiment ni régulés ni contrôlés. D'où les co-régulations prévues. Et là, typiquement, l'ANACOFI qui avait anticipé et prévu que ce serait ce cumul de statuts-là qui ferait des vrais conseillers, se réjouit que tout le monde passe dans les mains des régulateurs, parce que du coup, on sait très bien qu'il y a une convergence des contraintes réglementaires. De la même manière, il y a une convergence des formations, que ce soit en lab, anti-blanchiment, pour TRACFIN, pour le rôle du conseil dans l'accompagnement de nos clients, dans les préconisations qu'ensuite on va lui donner. Donc cette convergence des métiers qu'on va voir appliquée en 2019, qui voit l'arrivée de DDA, la directive sur l'assurance, cette DDA, elle est le pendant pour la finance de MIF 2 sur la finance.
Donc, si vous voulez, on voit arriver cette concrétisation-là qui nous réjouit parce que tous les acteurs vont être logés à la même enseigne, ce qui n'était pas le cas. Et avec des membres de l'Anacofi qui ont en général plusieurs casquettes. Alors, il y a des membres qui sont CIF. Moi, je suis président de CIF, mais après, il y a beaucoup de gens qui sont courtiers dans le lot. Donc les instruments financiers, c'est en fait qu'une petite partie de leur rôle. Et le fait de voir que sur l'assurance ou sur d'autres métiers, même l'immobilier, il y a une convergence de ces contraintes, ça permet quand même une homogénéité, si vous voulez, du conseil, une transversalité de l'approche qu'on a globale quand on veut conseiller un client. Il y a besoin, hein, David, de convergence, parce que c'est pas si simple que ça quand même. C'était toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut comprendre les choses d'une façon... on va se comparer à d'autres métiers. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous avons, dans l'Anacofi, on représente 4 professions réglementées. C'est-à-dire qu'une entreprise de nos métiers, c'est comme si elle était notaire, huissier, avocat et comptable en même temps. Ouais. Donc forcément, si les règles de fonctionnement métier ne convergent pas, vous imaginez bien que ces professionnels-là auraient énormément de mal à être... Alors, ils peuvent faire des entreprises entre eux, des alliances, mais sur la même entreprise, c'est lourd. Le sujet, il était au départ là. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que tout ça converge. Et 2019... Alors, Patrick disait, entre les mains des régulateurs, c'est à la main des régulateurs, le fait de nous déléguer, et donc du fait qu'on puisse aussi aider dans le fait de faire quelque chose de très homogène. C'est ce que vous appelez en co-régulation. C'est-à-dire régulateur, mais la profession associée. C'est vrai que la puissance, quand on nous délègue ça dans ces systèmes de co-régulation, elle n'est plus la même. C'était un tout petit changement. Quand je suis une organisation professionnelle, je suis au mieux inscrit sur un registre auprès du régulateur central et de l'État qui m'identifie et peut m'interroger. Quand je deviens co-régulateur, obligatoirement, je participe à la construction de ce qu'on va imposer aux professionnels. Vous avez tout changé. Quand on l'est déjà sur le CIF, si on ne l'est pas sur l'assurance, quand on dit quelque chose sur le CIF et qu'on est entendu, si on le dit sur l'assurance et qu'on nous balaye d'un revers de main en disant « c'est gentil, mais on n'est pas obligé de vous entendre, donc nous on dit qu'on pense que non », c'est terminé. Et donc, on peut avoir une incohérence. Ce système d'auto et de co-régulation étendu, dans un univers où, en effet, de toute façon, et même sans nous, les autorités essayent de faire quand même des choses qui se ressemblent, ce qui est très nouveau. Parce que l'Europe avait choisi, il y a 40 ans, de faire des choses, une réglementation par domaine. Donc là, on a un peu réussi à faire changer même Bruxelles, en termes d'état d'esprit. Mais si on n'a pas la main pour pouvoir être obligatoirement dans le débat, on peut avoir des incohérences. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous, ça va être un vrai enjeu 2019, puisque je rappelle qu'on va négocier le premier des co-régulateurs qui suit dans l'été de cette année. Donc la prochaine fois qu'on se parlera, nous aurons peut-être reçu le dossier à déposer auprès du régulateur pour lui expliquer comment nous allons fonctionner. Alors 2019, on le disait tout à l'heure, c'est les 15 ans de l'Anacofi. Quel regard vous portez sur cette aventure, sur ces 15 années ? Alors, un regard... de grand plaisir, de réussite, et également réussite pour le consommateur, parce que ce que nous retenons quand même, c'est la qualité du service est appréciée, et ça se voit très curieusement chez le médiateur de l'assurance, où nous avons très peu de cas par rapport aux autres professions, parce qu'il y a vraiment ce contact et ce conseil, et ça c'est très positif. C'est-à-dire que c'est positif à la fois pour les professionnels, mais également, ce qui est très important, pour le consommateur. Les relations de vos membres avec leurs clients sont bonnes ? Elles sont bonnes, absolument. Patrick, quel regard ? 15 ans déjà. Je dirais, pour l'avoir déjà écrit ou dit, que comme le proverbe de Nietzsche, ce qui nous tue pas rend plus fort, je crois que nos cabinets, ils ont gagné à rentrer un peu dans des règles un peu contraintes, parce qu'ils ont gagné en professionnalisme, en transparence et en convergence sur ces différents métiers qui petit à petit se ressemblent, même si les autorités de tutelle, ACPR, AMF typiquement, ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les sujets. On essaye quand même, puisqu'on est présent dans les commissions, ils nous présentent aujourd'hui des textes qui seront applicables dans 2-3 ans, et ils réfléchissent avec nous pour savoir ce qui est vraiment du métier ou ce qui est un peu décalé. Donc notre rôle, il est là aussi. C'est-à-dire en fait, dans la verticalité des relations, ça permet ça nous permet d'avoir un rôle d'explication de ce que nous propose l'autorité de tutelle à nos membres, et de faire suivre justement cette régulation. C'est une vraie évolution, ça. Et vous êtes satisfait, David, de cette montée en puissance de l'expertise de vos membres ?
Oh, écoutez, c'est une belle aventure, cette histoire-là, si on regarde ça basiquement. Vous allez dans un ministère aujourd'hui et vous parlez de notre profession avec quelqu'un qui a pour mission d'aider au développement de l'économie française, et il vous dit, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure, et en fait, vous êtes un des rares métiers qui n'est pas en crise que je vois. Donc, alors par contre, ne me demandez pas trop de choses, s'il vous plaît, quand même. Parce que moi, j'ai passé toute ma journée à voir des gens en crise. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est un peu moins vrai ces temps-ci, mais on l'a eu, ça. Et quand vous avez ça, vous dites, mais quelle aventure pour ce métier. Je vous rappelle qu'on annonçait à la création du statut de CIF qu'il n'y aurait jamais plus de 2500 entreprises avec l'agrément CIF dans ce pays. Jamais. C'était toutes les études. Aujourd'hui, vous avez 5200, alors même qu'on a retiré les hauts de bilan. Et puis, que dire des intermédiaires courtiers dans les autres domaines? On nous disait qu'il y en aurait 5-6 000. Je me souviens, quand on a créé le premier fichier de l'assurance, 5-6 000 de courtage. Il y en a 25 000 entreprises. Donc, c'est quand même une belle aventure pour ces métiers qui ont trouvé leur place. Ils sont passés des fois de 1 ou 2% de part de marché à 15, voire 40 dans certains domaines. Donc, la France est devenue un pays dans lequel on utilise beaucoup nos métiers du conseil, au point qu'on est devenu, le volume de chiffre d'affaires que nous générons, je ne parle pas encore de l'Anacofi, je parle de notre métier, de nos métiers, deviendrait un compartiment de la compta analytique nationale du pays. Pour atteindre des seuils comme ça, habituellement, c'était des univers de l'industrie, c'est l'aérospatial, tout ce que vous voulez, on y est. Bon, donc ça, c'est quand même une très belle aventure en 15 ans. Et puis l'Anacofi, rappelons-nous qu'on était un think tank, on est 3. En fait, on était 7 fondateurs, il en reste d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, dans ceux qui sont avec nous, avec des âges différents, des entreprises différentes, mais ce think tank est devenu la plus grosse organisation d'Europe. Alors évidemment, ça fait une aventure très sympathique. On ne faisait que produire des réflexions au départ pour nous, un peu pour les autres, et aujourd'hui, on représente la profession. Imaginez l'aventure que c'est. Et puis en plus, à travers toute la France, en ayant pris la présidence de la Fédération européenne du coup, enfin, voilà, c'est 15 ans marquants. Moral et au beau fixe. Le moral, vous n'avez pas le droit de... Si un jour un représentant d'un métier a pas, alors peut-être pas le moral, mais en tout cas... Une vraie envie d'avancer. Une vraie envie d'avancer, virez-le. Il faut être très... Pardon, mais les patrons de fédération sont tous des gens qui ont un caractère, parce que de temps en temps, il faut aller à la castagne, et qui, de l'autre côté, sont des gens qui ne vont pas vous dire tout va mal. Si vous disent tout va mal, il faut mettre quelqu'un qui le dira autrement. Il faut dire quelqu'un qui dit ça va pas bien, mais on va gagner, sinon ça n'a pas de sens. Le double rôle qu'on a, c'est en fait d'accompagner dans un premier temps, on a parlé des différents sujets, mais aussi de représenter. Donc typiquement, si on représente nos métiers, on est obligé de partir droit fort en avant pour pouvoir être le fer de lance, y compris en défendant leur modèle économique auprès des autorités de tutelle qui ne sont pas toujours forcément en ligne avec la pratique de tous les jours du métier. Alors surtout que vous représentez des professionnels qui évoluent dans un univers marqué quand même par des grands, des mastodontes, des institutionnels, qui soient banquiers, assureurs, promoteurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un client, qu'un épargnant vient voir un membre de l'Anacofi plutôt qu'un de ses grands? Oui, je vous dirais, le premier mot qui nous vient, c'est l'indépendance. C'est-à-dire l'indépendance. Alors, évidemment, quand on parle d'indépendance, d'un point de vue légal, pour les CIF, ne peuvent pas se prévaloir du mot indépendant qui fait qu'ils ne pourraient donner que du conseil et de ne pas avoir de rémunération sur les produits. Mais dans les autres produits, c'est possible de dire qu'on est un courtier indépendant en IOBSP ou en... C'est une vraie indépendance de recommandation. C'est une vraie indépendance de recommandation, et je crois que ça, c'est le premier, la première qualité qui est recherchée chez un CIF peut dire qu'il est indépendant. Le problème, c'est ça bride ses modes de rémunération alors qu'il va livrer la même prestation qu'un autre qui ne sera pas bridé. Du coup, on voit qu'en pratique, il y en a, ils sont dans l'Anacofi, mais il y en a peu qui choisissent ça. Alors que paradoxalement, comme le dit Guy, sur l'intermédiation bancaire ou d'assurance, on peut tout à fait le faire. Et ça n'a pas de contrainte, voire même sur l'IOB, ça donne des droits complémentaires, ce qui est complètement fou. Je vous rappelle que ça a été rédigé par les mêmes fonctionnaires européens. C'est intéressant. Patrick? Sur le développement, disons que je pense que si les gens veulent venir à l'Anacofi, c'est peut-être pour trouver des interlocuteurs qui soient, comment dirais-je, transversaux,
Je suis un fan de l'approche globale. Et non seulement l'Anacofi représente plusieurs statuts différents qui convergent, on l'a vu tout à l'heure, en termes de formation ou en termes de contraintes réglementaires, mais en plus, ça permet au client d'avoir le choix. C'est-à-dire que l'interlocuteur qu'il a en face de lui, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire son marché. Ouais. Mais la vraie indépendance, c'est quoi ? C'est d'adhérer, dans les solutions qu'on préconise, aux besoins du client, de partir du besoin du client. La préconisation se ferait dans un deuxième temps. Et je crois que la vraie indépendance intellectuelle, elle est là, même si capitalistiquement, le modèle économique fait que le français a encore du mal à payer les honoraires spontanément, et que les rémunérations sont souvent des rétributions. Mais pour autant, c'est à peu près les mêmes partout, les rétributions. La vraie indépendance, c'est l'adéquation aux besoins du client. De mon point de vue, c'est ce qui devrait conduire les gens à venir voir un conseiller qui n'a pas, si vous voulez, une gamme à vendre. Quand vous allez chez Peugeot, il ne va pas vous conseiller une Renault, le gars. Vous voyez, alors que chez un conseiller indépendant, il peut vous préconiser des produits en fonction de votre besoin. David ? Effectivement, l'idée du courtier conseil indépendant, ancienne définition, nouvelle définition, je pense que c'est un premier argument. L'autre argument, il est extrêmement concret. On disait avant, on parlait de la part de marché que nous représentons. Ça induit des entreprises qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une clientèle cible qui s'est largement étendue vers les plus pauvres, vers les plus riches, alors qu'avant, on était vraiment sur un segment très très défini, que ce soit pour les conseillers en finance d'entreprise ou les conseillers en gestion de patrimoine. Chacun était réduit sur des segments pas très importants où on avait une croissance qui allait forcément être limitée. Ce qu'on a réussi, c'est à faire éclater ça. On a réussi à faire des offres qui descendent vers, dès que quelqu'un a une problématique patrimoniale ou un besoin épargne, et puis vers les très riches, et même quand je regarde les entreprises conseillées par nos conseillers en finance d'entreprise, les très grosses boîtes. Donc on couvre tout. Essentiellement de la PME quand on conseille l'entreprise, mais on peut aller jusque-là. Et puis nos entreprises ont évolué. Alors qu'aujourd'hui, il y a du conseiller tout seul qui bosse chez lui, jusqu'à des entreprises qui sont aujourd'hui des gazelles, des ETI. Il n'y a pas de grande entreprise au sens statistique dans nos métiers, ça c'est vrai. En revanche, il y a de vrais ETI qui ont franchi les seuils et qui sont des gazelles ou pas loin, et on en a. Et donc, vous pouvez trouver toutes les formes de conseillers. La techno a été assimilée. Donc aujourd'hui, on vous propose des schémas dans lesquels c'est un humain face à vous, et c'est celui qui est demandé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'une banque ferme 400 agences, nous gagnons 40 000 clients. Voilà, c'est très clair, c'est très net. Ils viennent vers nous parce que chez nous, ils vont trouver des conseillers qui restent, qui durent 10, 15, 20 ans, ils seront toujours là. Ils sont proches d'eux, oui. Ils sont proches d'eux, et puis le plan de carrière chez nous, c'est de nous occuper de notre client. Là où ailleurs, le plan de carrière, c'est tous les 3 ans de changer de job. Sinon, vous ne montez pas en grade et en rémunération. Nous, c'est tout l'inverse. Le grade, la technique, la REM, c'est la durée. Bon, ça, c'est pour le conseiller. Et puis, la techno, on l'a assimilée parce qu'en revanche, un client d'aujourd'hui, ça ne tolère plus d'être lent. Donc, quand le conseiller ne répond pas vite, ça ne va pas. Là, vous perdrez votre client. Donc, on a absorbé la techno et c'est un outil pour nous. Mais les modèles techno, puisqu'ils existent, ne sont pas du tout dominants, mais sont émergents, et ils ont les mêmes agréments que nous, donc ils sont à l'Anacofi. Ce qui fait que nous, d'ailleurs, on a créé, on va dire, toute une partie accompagnement de ces nouveaux acteurs, spécifiques, parce que leurs besoins sont spécifiques, leurs modèles sont spécifiques, et peut-être que dans 20 ans, le président de l'Anacofi sera un robot. Donc j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on voit que sur cette génération-là, ça a plutôt été une question d'assimilation, et donc on est capable de traiter. Mais un client qui voudrait être traité complètement en conseil numérique et l'humain sera derrière, à l'inverse, ça existe, c'est aussi chez nous. Donc on répond à absolument tous les besoins. La grande crainte qu'avaient les clients et qu'on essaye d'effacer avec le temps, et je crois qu'on y est arrivé, c'est quand il allait vers un petit. Quand il allait vers un petit, c'est va-t-il pouvoir répondre quand je veux ? Va-t-il pas être malade et comment on fait derrière ? Et ça, la grande force de nos fédérations modernes d'aujourd'hui, c'est d'avoir traité ça. C'est-à-dire d'être derrière nos membres et de leur proposer des services d'accompagnement qui vont jusqu'au remplacement d'un conseiller malade ou d'un dirigeant d'entreprise malade. Pour les plus petits, c'est de lui fournir des outils d'accompagnement. Et à ce titre, il n'y a pas un mouvement un peu des fois de rapprochement Alors, moins qu'on le dit. Moins qu'on le dit, mais seulement quand ça se fait sur des gens très visibles. Ouais. Donc, on a un mouvement chez les gros, il y en a eu 2 phases, 2012 et puis maintenant. Mais entre 2012 et maintenant, pas grand-chose. Hein. Ouais. Donc, il faut être aussi très clair. Et puis le maintenant, en fait, si on regarde, c'est quelques opérations. Mais c'est des opérations très visibles. Oui, sauf que ça ne représente pas l'univers CGP. Ouais. Bon, si on regarde l'univers CGP global, et sur les CFE, on l'a pas, ce mouvement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très CGP.
Si on regarde ce qui se passe, les quelques très grosses opérations mises à part, on a un effet pépi boom. Donc on a un petit effet, la réglementation est lourde, donc je vends, mais en réalité c'est un effet pépi boom. C'est le chef d'entreprise qui arrive en âge limite, son cabinet a de la valeur, et en face il a des acheteurs parce qu'on a fait des années de croissance de nos parts de marché, donc de nos entreprises, donc les gens sont prêts à acheter. Le nombre d'entrants, qui est toujours très important, comme le disait Guy tout à l'heure, fait qu'en fait, du coup, on ne voit pas, j'ai pas de phénomène de concentration réelle. En revanche, j'ai un phénomène de concentration du nouveau chiffre d'affaires qui vient vers nos métiers. Ça, c'est depuis assez peu de temps, 2-3 ans. Le nouveau chiffre d'affaires, les gains de parts de marché sont réalisés par les plus efficients et les plus gros. Donc, on prend le tiers d'adhérents les plus importants, et je sais pas, des très grandes entreprises, les grandes entreprises, c'est 13% de nos membres, si on veut des stats précises. Mais ce paquet des 30 plus gros semble aujourd'hui beaucoup plus capable de capter ces gains de part de marché que les tout petits. Et de faire de la croissance. Faire de la croissance, et puis surtout, les tout petits sont arrivés à des seuils, ils vivent, ils peuvent plus forcément prendre de clients de plus, malgré les outils. Ils n'ont pas de baisse de leurs revenus, donc tout va bien. Et donc participer à cette ruée sur les nouveaux clients qui arrivent est plus compliqué et pas forcément dans ce qu'ils souhaitent pour certains. Et puis alors après, il y a une question il y a une autre problématique, mais qu'on connaît dans tous les univers. Les petits, sur des métiers d'humains, sont localisés. Il y a des zones où votre zone d'achalandise et de clientèle potentielle, elle est déjà complètement creusée par les cabinets en place. C'est terminé, quoi. Là, pour le coup, c'est fait. Et pensez à toutes les zones où les banques se sont repliées ou autres. C'est déjà fait. Ce qu'il y avait à prendre est fait. Voilà. Donc, David, on arrive au terme de notre première émission. Avant de finir et de conclure, peut-être un petit mot sur le menu de la seconde. Réglementaire. Alors, la prochaine fois, nous causerons... enfin de pacte, peut-être. Alors, on parlera de pacte, évidemment. Parce que le sujet sur pacte, c'est pacte arrive, puis n'arrive pas. Bon, alors là, pacte sera arrivé. Tout va bien. Donc, on pourra discuter de pacte, on pourra discuter de cette année 2019 d'accompagnement de 2018, c'est-à-dire aider nos membres à appliquer tout ce qui a été décidé ou aurait dû être appliqué en 2018. Et donc, on va faire un rendez-vous réglementaire. On fera le point sur ces deux grands sujets, je pense. Enfin, j'espère. Pour Pacte, j'espère. Mais là, quand même, ça semble bien parti pour qu'on puisse faire des commentaires à ce moment-là. Il y aura de quoi dire. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous trois. Merci. Et donc, rendez-vous pour notre deuxième émission, les rendez-vous de l'Anacofi. À très bientôt.